Bonjour, nous sommes aujourd'hui donc en face d'un thème très important. Je voudrais d'abord remercier euh, tous les étudiants de l'École internationale des affaires et bien d'autres personnes que je ne connaissais pas et qui ont essayé de suivre tout à l'heure cette vidéo en stream mining, mais il y a eu beaucoup de problèmes techniques de son venant de l'extérieur, etc., pour des raisons qui m'échappent. Évidemment, dès la fin euh, de ce séminaire en ligne, nous avons décidé de nouveau de retourner ça directement et puis de le remettre en ligne. Parce que vous savez, depuis euh, quelques mois, j'enseigne le leadership à plusieurs personnes et à beaucoup de jeunes aussi. Et, qui me posent beaucoup de questions, parfois très délicates sur le thème que j'ai essayé de rassembler aujourd'hui. Parce que finalement aussi, c'est dû à l'enseignement du leadership, hein. On a tendance à leur apprendre le leadership qui réussit, le héros, etc. Mais il y a les faces sombres du leadership. Et aujourd'hui, nous allons voir cela. Et ces faces sombres, nous les avons regroupées sur un ensemble de termes. Nous avons mis ici en avant le terme leadership toxique. Évidemment, vous verrez plus loin qu'on l'appelle, il y a d'autres appellations, d'autres auteurs, les démagogues, tout ça, etc. En réalité, l'erreur que nous voulons éviter à nos jeunes qui m'ont posé toutes ces questions, c'est de faire l'erreur que quand on dit leader, c'est un grand homme, c'est un grand héros, tout ça. Et donc, tous les leaders ne sont pas des saints. Et j'espère que je parviendrai à travers cette vidéo, à vous euh, permettre d'étudier vous-même, de développer votre propre personnalité, d'analyse, votre maturité et pour faire la part des choses. Donc, en fait, souvent, ce qu'on vous apprend et qu'on m'a appris, moi, à un moment donné de ma vie, c'est l'image idéalique du leader. Et ensuite, on se rend compte que dans cette affaire, qu'on s'intéresse au leader, mais pas aux gens qui le suivent, aux suiveurs, aux followers. On présente le leader comme un héros, un transformateur, quelque chose de performant, quelqu'un qui a un potentiel, je dirais, extraordinaire, rare, hein, à qui tout réussit, hein, qui a beaucoup plus de force que de faiblesse, une sorte de Hercule. Hein. Vous connaissez, je pense, vous tous vous connaissez Hercule. Et l'autre réalité, c'est que malgré cette idéalisation du leader, tous les leaders ne sont pas motivés par les mêmes ambitions. Et c'est très important que vous fassiez une différence des leaders et de leurs ambitions. Tous les leaders n'ont pas le même type de followers aussi. Et l'autre question qu'on peut se poser aussi, c'est quelle est la part de responsabilité des uns et des autres, du leader lui-même et des followers, par exemple. Et ça, c'est très important. Dans l'enseignement classique, bon, c'est vrai qu'on parle aussi des autres formes de leader dictatorial bienveillant, autoritaire bienveillant, ça dépend du vocabulaire, il y a tout un vocabulaire, on en parle, mais je pense que la recherche a avancé à un point où on en parle aujourd'hui d'une manière beaucoup plus approfondie et adaptée même à la société de l'information dans laquelle nous vivons. Parce qu'Internet aussi, c'est un des aspects de cette question. Et donc, en fait, il n'y a pas que le côté prometteur et attrayant du leader, du leadership. Et ensuite, il peut y avoir une confusion. Certains confondent leadership, position, pouvoir, etc. Et comme le dit John Maxwell depuis longtemps, la position ne fait pas le leader ou le leadership. Donc, tout n'est pas si rose que cela. Il y a d'autres types de leaders qui ne sont pas des leaders transformationnels, et d'ailleurs qui sont peut-être contre la transformation, qui sont des leaders dangereux, qui sont des manipulateurs, et qui sont des leaders toxiques. Hein. De la même manière qu'on nous parle des leaders théoriques, il faut qu'on prête attention à ces types de leaders dangereux, dysfonctionnels. Et donc, c'est quelque chose que j'enseigne dans différentes plateformes et j'espère que certains d'entre vous nous rejoindront. Donc, attention, il y a leader et leader. Il y a plusieurs sortes de leaders qui ne sont pas du même acabit. Certains,
laissent un héritage destructeur, sont considérés comme des leaders toxiques. Donc, il y a le mauvais côté de certains profils de leadership. Par exemple, qui sont des narcissiques. Narcissique, c'est une personne qui s'admire, comme on dit du personnage le plus célèbre dans la littérature latine, qui s'admirait au point de s'aimer, d'être amoureux de sa propre image, son image propre, plutôt. Après l'avoir vu, simplement parce qu'il s'était vu dans une source. Donc, envahissant, excusez-moi pour les coquilles. Souvent aussi, c'est l'autre aspect. Ils sont envahissants, rigides, inflexibles, paranoïaques, négativistes, narcissistes. Qui sont ces types de leaders? Nous allons essayer de les voir. Et puis, il y a également les leaders qui dévalorisent les autres. La littérature anglo-saxonne parle de diminution, qui diminue les autres. À la limite, pour leur montrer que vous n'êtes rien, vous n'êtes n'importe qui, tout ça. Sinon, qu'ils ne sont pas des multiplicateurs, si on peut les appeler ça, des multipliers. All best leaders make everybody smart. Donc, Lise Wesman a bien étudié ça, et son site est fameux sur ça. Et comment ce genre de leader multiplicateur, moi je dirais en bon français démultiplicateur, peut aider les autres, peut aider les autres à devenir plus intelligents, à devenir plus performants, à devenir plus utiles, etc. Donc, dans cet exposé, cette conférence, nous reviendrons sur chacun des termes. Et le livre de Lise Wesman, voyez la couverture, etc. Et donc, un site que je vous conseille de visiter. Je vous mettrai les liens sur les différents. Et un autre ouvrage très intéressant aussi, c'est de Jean Liebman, Blumen. C'est un peu le profil, l'allure des leaders, disons en bon français, le profil des leaders toxiques. Pourquoi? Il se pose une question importante. Pourquoi nous suivons des gens, des patrons destructeurs et corrompus, et des politiciens corrompus? C'est ça l'objet de sa recherche. Et il a essayé de répondre comment nous pouvons survivre face à ces gens. Comment nous pouvons survivre. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Donc, en réalité, il n'y a pas que le leader transformationnel, etc. Il y a des profils dysfonctionnels, maléfiques. Et ça, il y a de la recherche très approfondie. Il y a des gens qui en ont fait une spécialisation, qui nous montrent qu'il existe des leaders destructeurs, des leaders qui ont comme marque l'intimidation. Je pense que nous tous, nous avons peut-être, certains d'entre nous, à un moment de leur vie, vécu ces choses-là, ou peut-être même maintenant, dans leur vie actuelle, des patrons comme ça, dans des entreprises, au niveau des services publics, ailleurs et ailleurs. Donc, c'est des leaders toxiques. Mais ils ont le pouvoir, ils abusent de cela. Et nous verrons les différentes manières que ces gens utilisent pour le faire. Effectivement, nous tous, nous aimons être admirés, être performants, être héros, et nous identifier à un héros. Et effectivement, si l'on ne fait pas attention, on peut avoir des difficultés à identifier ce type de leader toxique, à identifier les conséquences de son leadership, que sa force personnalité, parfois, essaie d'imposer ou impose aux autres. Comme tous les leaders, bons ou mauvais, souvent ils ont du charisme, sinon personne ne les suivrait. Donc il est important pour vous de comprendre l'influence de ce type de leader sur ses suiveurs, de comprendre les effets néfastes de son leadership sur le long court terme, sur le long terme moyen, sur le court, moyen et long terme. Il est très important de comprendre cela. Mais est-ce qu'ils ont une forte personnalité, quoi qu'on dise, comme tous les leaders en général. Mais cette personnalité peut masquer de mauvaises intentions, des intentions délibérées, qui peuvent avoir des séquelles néfastes sur l'individu, sur la société, sur les institutions, etc. Et donc, la littérature, les recherches les appellent des leaders toxiques, et nous avertit finalement. Et nous dit que même un bon leader exemplaire, s'il ne fait pas attention, il peut tomber dans cette forme et ce degré de toxicité. Soit de façon occasionnelle à un moment donné, soit parce qu'il s'abstient
donc à faire ce qu'il devait faire, et soit parce qu'il accomplit certains actes. Et nous allons voir un peu tout cela. Nous sommes des hommes. Il est difficile d'être un saint tout le temps. Ces leaders toxiques ont un charisme qui aveugle le followers. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est d'être aveuglé au point de suivre un leader toxique. Comment maintenant les coachs, il y a des coachs qui vendent ça, ou même les managers qui veulent devenir des leaders transformationnels, peuvent faire pour aider les followers qui sont attrapés, si je peux, piégés dans ce cercle vicieux du leadership toxique. Nous allons essayer de répondre. Il y a quand même un problème. Parce que malgré leurs défauts, les leaders de ce genre ont souvent beaucoup de suiveurs. Et ça, c'est étonnant. Mais en réalité, dites-vous leader, vous aurez au moins un ou deux suiveurs. Donc le problème, c'est pas ça. C'est que le danger, c'est qu'il y en a, il y a des leaders toxiques qui peuvent en arriver à avoir beaucoup de followers. Et la question de la recherche importante, et j'espère que certains d'entre vous auront des thèses, des mémoires sur ça, à l'école internationale des affaires ou dans les autres écoles, c'est qu'est-ce qui pousse ces suiveurs à coller à leur leader. Si vous faites ce genre d'études, vous êtes obligé de faire des enquêtes, des questionnaires, tout ça, d'avoir des échantillons représentatifs du thème dont nous parlons. Qu'est-ce qui pousse ces followers à accepter, à favoriser, à céder aux exigences de leaders toxiques? Comment nous, coachs, managers, donc désireux de devenir un grand leader transformationnel, comment nous pouvons aider des gens qui sont ainsi piégés par des leaders toxiques, par un leadership dévastateur? Comment nous pouvons les aider à désacraliser? Donc, il y a des auteurs comme Liz Wiseman et autres, dont tous leurs travaux, leur coaching, il y a beaucoup de coachs qui travaillent sur ça. C'est ça leur objectif, aider ces gens. La recherche, les auteurs, les coachs ont beaucoup réfléchi sur ça et font des publications que j'essaie de vous restituer et pour lesquelles aussi je tiens compte de ma propre expérience de personnes parfois envoyées pour réformer ceci ou cela, redresser ceci ou cela, et qui se retrouvent devant la réalité d'un manager, de leader toxique qui veulent empêcher le changement. Moi, c'est des questions que j'ai vécues. Et donc, je suis intéressé à un double titre de témoin et puis ensuite de chercheur, de coach, etc. Donc, certaines recherches pensent qu'il faut extirper ce genre de leaders des organisations. Et que si on parvenait à le faire, ce serait un pas de géant pour le bien-être des gens et des organisations. Des organisations comme les hôpitaux, comme, je ne sais pas moi, les ministères, des entreprises, donc organisations au sens général du management. Donc, il est très important de former les générations actuelles et futures face à cette réalité pour les rendre capables de sélectionner de meilleurs et bons dirigeants et de dire simplement, ouais, lui là, on est du même quartier, on est du même truc, c'est de mon village, de ma ville. On ne sélectionne pas les gens comme ça c'est pas la méritocratie, c'est autre chose. Et donc, comment je peux sélectionner de bons dirigeants qui ne sont pas toxiques? Quels sont les critères? C'est très important. Si vous écoutez cette vidéo, je serais heureux que vous allongiez ma liste de critères, qui se trouve dans d'autres documents, sur d'autres vidéos. Et d'ailleurs, je vais consacrer des vidéos un peu spéciales à cela. C'est important aussi parce qu'on doit former les générations actuelles et futures à affronter certains dangers, d'énormes retards, parfois dus à des problèmes comme ça, à être plus résilients. Parce qu'en général, pour dire non
à ce genre de situation, à ce genre de leader et de le follower, il faut être résilient, il faut être courageux, il faut être courageux, il ne faut pas être un suiviste. Autre importance, comment aider les gens à avoir toutes les ressources qu'il faut pour affronter ce genre de défis. C'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui fuient leurs responsabilités. Disent que oui, ça, je n'en parle pas, ça ne m'intéresse pas. En réalité, c'est des fuites en avant. Et comment aider les gens à tirer profit de leur propre potentiel? Voilà des questions importantes dans ces vidéos, sur cette vidéo, dans cette vidéo, et que nous sommes en train d'aborder. Parce que d'abord, bien souvent, comme je l'ai dit, une première lacune, non seulement on s'intéresse aux leaders performants, aux héros, mais on ne s'intéresse pas aux leaders toxiques, très rarement. Aujourd'hui, évidemment, les choses changent. Ensuite, on ne s'intéresse pas aux followers, aux suiveurs, qui peuvent eux-mêmes être les victimes de telles pratiques. Et de la littérature, la recherche, hein, comme celui de Jean Lippmann Blumen, dit qu'en fait, le grand problème, à la limite, on accuse les leaders, mais ce sont les followers, ce sont les suiveurs. On retrouve cette idée-là dans un autre ouvrage, le nom de la dame m'échappe, donc nigérienne, là, qui est aux États-Unis, et qui a parlé de la démocratie, quoi. Et qui dit que le problème de la démocratie, bon, en fait, ce sont les électeurs. C'est un peu la même chose. Hein? Donc, parce que ce sont les suiveurs qui permettent à ces mauvais leaders, aux mauvais dirigeants, aux leaders toxiques d'accéder à des positions. Vous me direz que c'est pas toujours la même chose parce que quelqu'un qui est nommé par un conseil d'administration, par exemple, et qui est toxique, bon, on voit mal quels moyens auraient peut-être les gens qui travaillent dans l'entreprise pour faire face, etc. Hein, parce que c'est pas un système électif, par exemple, parfois. Hein. Donc, voilà, mais souvent, ces mauvais suiveurs, comme les appelle une certaine littérature, et deviennent eux-mêmes le problème. Hein, ce sont des disciples, des hommes de main, complètement entre les mains de leaders toxiques en raison de leurs promesses. Donc, les aider, c'est peut-être pour les coachs, pour les managers qui ont des ambitions de leadership élevées, tout ça, c'est agir sur leurs acquis au plan mental, c'est comment les libérer des œillères. Hein? Il y a des gens qui ont des œillères, c'est ça ou c'est pas ça, c'est vrai, tout le reste est faux. Et des prismes. Comment, donc, les aider à renforcer certaines capacités d'analyse, donc, sur ce que c'est qu'une force d'un leader, ce que c'est que le potentiel d'un leader, qu'est-ce que c'est qu'un leader héroïque, etc. Qu'est-ce qu'il n'est pas? Les aider à le faire avec des critères, avec des preuves. Aujourd'hui, la nouvelle génération dit des évidences, pour parler un peu comme les anglo-saxons. Il faut, c'est pas évident ça. Il faut le prouver. Évidemment, ces leaders toxiques, si on devait donner une liste, la littérature va vous citer très souvent Hitler, Staline, Pinochet, Pol Pot, Fujimori, Mobutu, Charles Taylor, Enron, Kenneth Lay de Enron, Jeffrey Skilling, tout ça, c'est Enron. Et voilà des gens, des leaders qu'on prenait pour des super leaders et qui ont détruit une entreprise comme ça en passant tout le temps à frauder. Et si c'était le courage de la dame qui était auditrice à l'époque, ça n'aurait pas marché. Il les a fait découvrir, etc. Et donc, pour qu'à un moment donné, ces deux zéros qui sont admirés, qui ont des sortes de suiveurs, ils deviennent modèles, les gens essaient de comprendre comment ils font, mais en réalité, ils se trompent même sur le comment ils font, etc. Et ce genre de leader toxique est très influençant. C'est un bon influenceur quelque part. Parce que les gens le suivent, parce qu'il a du charisme, hein, quoi qu'on dise. Mais le charisme ne suffit pas. Parce que souvent, les gens disent, oui, c'est un grand leader, il a du charisme.
c'est un leader, mais peut-être pas forcément un grand leader. Ça dépend de ce qu'on entend par grand. Hein. Il savent faire bouger les foules, oui, c'est vrai. Parce que, par définition, un leader, hein, c'est un influenceur. Hein. Donc, comme dit John Maxwell, leadership, c'est de l'influence. Rien de plus, rien de moins. L'autre caractéristique, ils savent aveugler les followers aussi longtemps qu'ils ne seront pas démasqués. Mais comment faire pour que les followers aient des capacités pour les démasquer? Ils tolèrent leurs propres excès, leurs propres extravagances, mais quand vous regardez très bien, ils ne tolèrent pas les expériences des autres, des erreurs, etc. des autres. Et d'ailleurs, ce thème-là était repris par la littérature sur la lutte contre la corruption, la fraude et consorts. Et donc, il y a un modèle comme ça, donc, sur le triangle de la fraude et consorts. Hein. Mais évidemment, on peut dire que s'ils réussissent aussi, comme on l'a dit, c'est parce qu'il y a des followers qui le suivent. Reste à question de savoir aussi, dans vos analyses, qui sont ces suiveurs et pourquoi ils le suivent. Ça, c'est très important. Et la littérature montre que souvent, c'est pour maintenir leurs propres intérêts. Et l'exemple même des recherches, c'est les recherches sur la démagogie en politique et qui a permis à certains pays en Amérique latine et en Europe de l'Est l'accès au pouvoir de certains leaders vraiment démagogiques et qui ont été après, qui ont fait beaucoup de mal à le peuple et que le peuple lui-même a regretté. C'est vrai donc, répétons-le, beaucoup de gens tombent sur le charme de ces leaders qu'on pourrait qualifier de dangereux, attirés par leur apparence, leur charme, leur éloquence, leur audace et toutes sortes de choses de ce genre. Et ces genres de leaders, vous pouvez les trouver partout. Bon, très souvent en politique, dans les milieux éducatifs, religieux, dans le milieu des affaires. Il y a beaucoup d'études, d'inventaires, etc. Et si vous lisez le livre dont je viens de parler de Lippmann, vous voyez qu'il cite de très nombreux exemples. Et toute la question de la recherche et toute la question de la formation, du coaching que je développe ici, est de savoir est-ce qu'ils ne sont pas dangereux. Mais s'ils sont dangereux, il faut le savoir. Et comment les identifier? C'est un autre débat aussi important. Donc, ces gens que l'on qualifie de toxicité, qui rappellent la notion de poison, hein, c'est important d'avoir des armes d'analyse, d'identification, parce que leur attitude affecte leur vie, affecte votre vie en tant que followers, peuvent vous causer des dommages. Et même les dommages peuvent s'étendre au-delà des followers, des non-followers, qui sont d'autres citoyens, d'autres consommateurs, d'autres contribuables, d'autres travailleurs, comme dans le cas d'Enron, hein, tout ce monde-là mis à la porte, hein, donc sans pension de retraite, sans rien, etc. Il y a de nombreux exemples. Voilà. Donc, n'hésitez pas à approfondir avec moi sur mes plateformes où j'enseigne souvent le leadership, la transformation, la gestion du changement, etc. Mais en fait, l'autre faute aussi, c'est souvent nous. C'est souvent vous, ceux d'entre vous qui sont des saints, des gens honnêtes, justes, etc., qui croient à ça et qui s'abstiennent. Ils disent, oh, tout ça, c'est pas mon problème, etc. Et donc, on n'a qu'à les laisser faire, un jour viendra, et des choses comme ça. Et donc, en fait, ces leaders prospèrent parce que les saints s'abstiennent. Hein, les saints s'abstiennent, laissent faire, fuient leurs responsabilités. Et si c'est en matière politique, ils disent je ne fais pas de la politique, je ne vais pas me faire élire. Bon, ils vont laisser l'être élire, hein, etc. La politique, c'est pas pour moi, hein, c'est pas pour des gens comme nous. On peut citer toute une liste d'alibis, hein, d'alibis, et ce serait important que quelqu'un fasse ce travail. Et si vous en connaissez d'autres alibis, si de grâce, postez-les, hein, donc dans la boîte de conversation. Et d'autres vont dire oui, ça c'est pas noble, laissons-le faire. Bon, Dieu est là, il y a des choses beaucoup plus nobles dans la vie. Donc,
dans le social, dans l'humanitaire, etc. Aide les sans-voix. Bon, c'est vrai, c'est très noble, hein. Mais aussi, bon, le leadership toxique, il est content que les gens pensent comme cela. Et alors, ces gens-là, bon, je n'ose pas employer le mot qu'ils utilisent, et laissons les faire, et nous, on avance. Nous, des toxiques, nous qui qualifient de toxiques, etc. Donc, il y a une variété de profils. Et dans les ouvrages que je vous ai sautés, je vous mettrai donc sur mes différents sites. Dans certains ouvrages, je vais les reprendre un à un. Et ici, je les ai regroupés parce que, comme je l'ai dit, j'ai un projet de site comme ça, et pour lequel, comme il en existe actuellement en France, comme Get Abstract et consorts, qui ont reformulé le modèle, le business model de la production des livres autrement et de la vente des livres autrement. La diversité des profils. Vous trouverez dans les ouvrages, dans les recherches, dans les articles, chez les coachs qui parlent de ça, une variété de profils que je ne peux pas citer ici. Souvent, un des profils, c'est quelqu'un de cynique. Oui, parce que pour agir comme ça, il faut être cynique. Hein. Il faut être quelqu'un qui pense que la fin justifie les moyens, qui est insensible à ce que les autres vont dire. Gourmand. Gourmand au sens où vous ne voulez pas partager. Vous pensez que le gâteau là, il est trop petit. Et si tout le monde prend sa part, bon, il restera rien. J'aurais une part à faire. Il a des œillères. Parce que faire cela aussi, c'est croire fortement en certains systèmes de valeurs et y coller. Il manque d'intégrité, il a une ambition insatiable, et il investit beaucoup plus sur sa position personnelle globale, sa gloire. Il a un ego énorme. Et quand vous voyez une personne qui passe tout son temps à dire là, commencez-vous à l'observer attentivement. Et donc, voilà. Et quand il pense qu'à lui, il peut refuser tout changement venant d'ailleurs, toute idée venant d'ailleurs, etc. Et voilà en cas d'un débat que je pose, et j'espère que dans la boîte de discussion, dans les blogs, parce que tout ça, dès à présent, ça va aller dans plusieurs plateformes. Et donc, si vous tombez là-dessus, ne manquez pas, s'il vous plaît, de donner des conseils. Contribuons à cet important débat, important pour tout le monde, pour vous, pour moi, pour d'autres gens, et surtout pour nos enfants, pour les personnes âgées qui tomberaient sur ça. Et donc, en fait, le problème, comme souvent les gens me demandent en salle de classe, oui, qui est leader, comment je peux savoir? Je pense que le grand problème, c'est de savoir quel est le bon leader. Qu'est-ce qu'un bon leader? Qu'est-ce qu'un mauvais leader? Un leader toxique, etc. Par exemple, il y a un débat sur des activistes qui préconisent de nouvelles directions, mais qui en réalité n'ont pas de pouvoir, ne sont pas préparés à prendre des décisions, c'est pas leur rôle, etc. Donc, le terme lui-même est noble. Pensons à ce que j'ai appelé ici les meilleurs activistes de tous les temps, comme Martin Luther King, comme Mahatma Gandhi, comme Nelson Mandela, Greenpeace. Peut-être Greenpeace, tout le monde n'est pas d'accord, mais ils font ce qu'ils peuvent. Et ces gens-là, ou ces organisations-là, etc., ont une très grande ambition, positive, je crois, utile. Hein? Parce qu'on parlait de Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, sans eux, peut-être la libération de certains peuples africains, indiens, noirs américains n'aurait pas eu lieu, peut-être. Hein? En tout cas, ils ont été quelque part des accélérateurs, des leviers, etc. Donc, ce sont les activistes, ce sont les premiers activistes, ces gens-là. Mais aujourd'hui, il y en a énormément. On ne connaît pas le nombre. N'importe qui peut se déclarer, peut le devenir. Mais l'activisme, c'est la grande cause de transformation, comme ces gens. J'aurais pu allonger la liste d'autres personnes autres que Martin Luther King, etc. Et donc, ils font campagne pour une cause. Et souvent, si c'est Martin Luther King, si c'est Gandhi, et puis je ne sais pas qui d'autre, vous ajoutez, allongez la liste, ils peuvent obtenir des impacts sur le leadership, des impacts transformationnels.
Mais maintenant, le danger, c'est que ça soit une mode pour certains, une voie de passage pour certains, hein, qui en réalité ne sont plus des activistes, mais des démagogues. Hein. Ça, c'est un danger et c'est étudié par la littérature. Bon, je ne vais pas vous tout développer, on y reviendra. L'autre type de leader dangereux aussi, c'est le leader solitaire. Ce que Maxwell, je crois, a appelé lonely at the top. Tout seul au sommet, piégé, distant. Et donc, c'est à lui de tout faire. En réalité, les gens ont même peur de lui dire la vérité, des choses comme ça. Et, et puis, il y a ce fait aussi qui est d'être préparé à être un leader, un responsable à certains niveaux. Il y a un processus, une trajectoire à parcourir. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes cadre, hein, ou bien que vous l'avez été, que vous êtes bien préparé à occuper de plus hautes fonctions. Je m'excuse pour les coquilles, hein, de plus hautes fonctions. C'est pas évident. C'est des choses qui s'apprennent. Et ce que l'on voit très souvent aujourd'hui, c'est des jeunes très pressés qui, moi, j'étais directeur de l'École nationale d'administration des magistratures. J'ai travaillé pour certains ENA. Je vois des jeunes qui sortent un an après, ils sont conseillers techniques des ministres. Ma génération n'oserait jamais ça. Et voilà, par exemple, un exemple. Un exemple. Et donc, ça rejoint un peu ce thème de l'imposteur. Hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, mais ne devait pas y être. Il y est parce qu'il a utilisé certaines méthodes, parce que certains l'ont utilisé certaines méthodes qui font qu'il est là. Et il y a les travaux de ces deux dames-là, Pauline Rose, Suzanne Iné, et il y a d'autres travaux qui voient la notion d'imposteur en un sens plus large. Et quand on est dans cette situation, on est soi-même dangereux pour l'organisation qu'on vous a confiée ou que vous dirigez. Parce que d'abord, vous êtes habité par le doute sur vos propres capacités, sur vos propres talents, vos réalisations. Vous pensez que vous êtes là parce qu'on vous a donné un coup de poste, et donc vous avez réussi par hasard, et que vous avez de la chance. C'est dans le subconscient, hein, et ça peut vous pousser à faire des choses, hein, que vous avez fraudé pour en arriver là, et que en réalité j'ai éliminé quelqu'un d'autre avec tel pour, etc. Et bon, votre subconscient vous dit que vous ne le méritez pas. Mais à l'extérieur, vous allez faire semblant, faire croire aux gens que vous le méritez. Donc, il y a ce conflit. Et ce conflit entre deux sentiments, l'un positif, l'autre négatif. Donc, on tendra à se justifier. Et très souvent, pour se justifier, on impose aux gens des choses incroyables. La douleur, le perfectionnisme, hein, le micromanagement, la concentration du pouvoir, une bureaucratie pas nécessaire, etc. Donc voilà un peu des exemples que je pourrais vous donner. Et parmi ces leaders d'ailleurs également, il y a une littérature qui parle de leaders accidentels. À mon avis, c'est à peu près la même chose, un peu comme l'imposteur. Il est là par accident, il y a eu des circonstances qui font que c'était lui. Mais c'est des circonstances quasiment imprévues. Bon, les recherches montrent qu'il y a des risques avec un tel leader. Un peu comme l'imposteur dont je parlais. Il passera son temps à se justifier, à justifier son pouvoir, ses décisions. Il voudra vaincre toute forme de résistance ou de toute idée nouvelle de quelqu'un qui ne pense pas forcément comme il le pense, etc. Et évidemment, pour s'en sortir, il faut d'abord qu'il prenne conscience de ça. Et même lorsqu'il prend conscience de ça, la balle est dans son camp. Hein. Il doit admettre la réalité. Et ce que le coach lui conseille, s'il parvient à le convaincre, à le faire prendre conscience de ça, c'est d'abord qu'il sache son entourage, qu'il s'entoure très bien, qu'il accepte de demander de l'aide, qu'il accepte de construire un bon réseau transformationnel, par exemple, hein, de bonnes et de nouvelles relations. Vous verrez dans certaines littératures, surtout anglo-saxonnes, que certains coachs, certains consultants, conseils qui interviennent, non, qui produisent beaucoup sur le blog et consorts, les qualifient de leaders dangereux.
Il y a un article intéressant de Forbes, qui est un grand journal très passionnant, et donc qui a fait un document très inspirant, et donc et qui attire l'attention, et je crois que d'autres articles l'ont fait aussi, et sur ce que certains appellent l'égotisme, l'égotisme, et donc et qui dit que vous êtes sur une mauvaise pente, tendant à faire croire que vous êtes un leader dangereux lorsque vous êtes frappé par l'égotisme, le je, le moi, etc. Lorsque votre arme contre les autres, c'est la crainte, c'est la terreur, c'est la répression, c'est l'intimidation. Lorsque vous êtes obsédé par la prochaine promotion. La prochaine promotion. Donc, lorsque vous êtes obsédé d'avoir raison sur les gens, de vaincre leurs arguments, vous voulez être gagnant coûte que coûte. Vous avez du mal à admettre que vous êtes trompé. C'est aussi également que vous êtes capable d'erreur. Vous passez votre temps à réprimer au motif qu'on a essayé de vous ridiculiser, de vous faire honte de façon publique, etc. Si vous n'octroyez des faveurs, des avantages qu'à vos proches, qu'à vos followers, les gens qui, selon vous, vous sont loyaux. Et d'ailleurs, souvent, des leaders comme ça finissent par se rendre compte que celui qui croit loyal, ce n'est pas lui qui est vraiment. Il y a également une tendance actuelle. Donc, vous voyez, il n'y a pas que le bon côté qu'on a pris pendant toute l'année là, parce que nous voulons faire de vous les futurs transformateurs. Mais il y a ces aspects aussi à découvrir, à vous interroger. Non seulement vous interroger, mais voir le risque qui vous guette, si vous croyez comme ça. Et donc, les démagogues. On trouve dans la littérature anglo-saxonne un terme vraiment intéressant. En termes d'image, il parle de démagoguerie. Comme peut-être qu'il pense au mot démocratie, méritocratie, etc. C'est un peu, il y a un peu ce conflit-là. Le fort du démagogue, c'est la rhétorique, très souvent. Et on a vu que lorsqu'un démagogue accède au pouvoir, il le conserve. Il le conserve. Et son art, il a un art parfait, qui est de savoir, par ses paroles, toucher les émotions et les préjugés des gens. Il se pose la question, où sont les émotions et les préjugés de ces gens? Et c'est là qu'il va axer sa communication, par exemple, et sa stratégie. Et la démagogie, le leadership démagogue, est aujourd'hui en pleine expansion dans le monde. Quand vous regardez même le résultat de certaines élections les années passées, une des explications serait ça. Donc, vous voyez, c'est comme il pense que la fin justifie les moyens, et effectivement, il va avoir une stratégie d'information, et donc il va falloir faire croire aux gens que pour réussir, ceci, cela, et donc, mais cette communication est vraiment bien ciblée. Donc, il faut reconnaître que ce genre de leaders démagogues, ils ont du talent quand même pour aller vers leur fin, parce qu'ils savent toucher les émotions et les préjugés des gens. Et une de leurs armes aussi, de leur talent, c'est de diriger un nombre de followers, important de followers, et de les diriger contre les autres en utilisant la propagande. Donc, vous voyez, des réalités de ce monde aujourd'hui. Souvent, on cite Hitler, qui touche le cœur des gens avec son fameux livre là, Mein Kampf, je crois, qui s'est révélé un auteur influent et qui a bouleversé le cours de l'histoire. Donc, être démagogue, mentir gros, ça peut être rentable. Ça peut être rentable. On prête à Machiavel d'avoir défendu cette thèse. Et même certains soutiennent que le public est vulnérable aux gros mensonges. Je vous cite des auteurs ici. Et comment les
démagogue opère en politique. Hein. Donc, on reviendra sur ces ouvrages-là dans la plateforme de lecture qui est envisagée. Autre stratégie des démagogues. Finalement, ils parlent beaucoup pour ne rien dire. Ils ont des théories vagues, fumeuses. Et vous ne pouvez pas entrer dans le détail et pour savoir vraiment quelle est la solidité de leur thèse. C'est des gens donc au fond ils ne savent pas parce que ils vous diront jamais comment réaliser leurs idées, leurs visions. Quand même, ils nous feront une promesse. Ils ont ce talent pour se faire passer comme le leader du peuple, le héros du peuple, à s'octroyer le titre de nationaliste, par exemple. L'autre défaut ou stratégie que la recherche a identifié, c'est qu'ils sont forts pour utiliser des boucs émissaires. Par exemple, les émigrés. Ils vont dire que le pays là, ça ne marche pas à cause des émigrés qui sont là, c'est eux qui accaparent la richesse nationale. Et c'est un exemple qu'on connaît aujourd'hui dans certains pays. Et ils sont forts pour dire que oui, mon pays ne marche pas parce que tel autre pays, des choses comme ça, etc. Ils sont prêts à s'allier avec les diables. Donc le problème, c'est, au lieu de passer le temps à critiquer comme ça, mais de proposer une alternative de projet, de programme, qu'ils peuvent eux-mêmes implémenter, comme on dit aujourd'hui. Et là, il y a un grand risque que la recherche établie, ce qu'ils appellent la démagoguerie. Parce que comme ils ont des followers aussi, vous avez beaucoup de démagogues qui les suivent, qui racontent des choses comme ça. Le grand problème, surtout nous les Africains, c'est la confiance en nous-mêmes et entre nous-mêmes pour dépasser ces choses. Évidemment, ça suppose beaucoup de compétences. Confiance en soi, en nous-mêmes sans compétences, ça suppose d'apprendre, apprendre, de lire beaucoup, comme j'ai dit l'autre fois. Donc, beaucoup de choses comme ça. Et ces leaders peuvent causer beaucoup de dommages, sur lesquels, grâce, nous avons aujourd'hui essayé d'attirer l'attention des gens qui ont suivi tout à l'heure cette formation en ligne que j'ai été obligé de prendre sur le champ, parce qu'il y avait beaucoup de bruit, très bizarre, bon, mais donc on a quand même repris. Donc, ils placent le bien-être personnel au-dessus de ceux des autres et de leurs suiveurs. Ils n'hésitent pas à violer les droits des autres, même parfois de leurs propres supporters, même s'ils ont tendance à n'aider que les gens qui les suivent. Donc, c'est des gens, comme je l'ai dit, qui savent jouer sur les émotions, sur créer des illusions, jouer sur les rêves, les craintes, les besoins des gens. C'est pourquoi aussi, apprendre, se former, c'est bien. Ça vous donne une autonomie de pensée. Ça vous donne une autonomie de critique. Ça vous permet de ne pas accepter n'importe quoi parce qu'un tel l'a dit, etc. Et donc, effectivement, les études, surtout le fameux livre dont j'ai parlé là, qui a fait des inventaires, il y a des inventaires. Quand les leaders toxiques perdent son pouvoir, ces followers eux-mêmes se retrouvent dans un état pire que celui d'avant la chute de ces leaders toxiques. Et évidemment, là, ils se mettent à ruminer une vengeance ou des choses comme ça. Et donc, il est très important de comprendre les dangers liés à ce phénomène, qui est un phénomène du XXIe siècle et même un peu du XXe siècle. Certains me diront même avant, avec Machiavel et consorts, etc. En fait, c'est des gens qui développent chez leurs supporters les défauts dont je viens de parler, mais également d'autres défauts. Ils les transforment en machines à critique véhémentes et à des gens qui pensent le temps à menacer. Et donc, plutôt qu'à développer leur propre capacité d'analyse critique. Et l'une des questions que je vous pose,
c'est la question de développer chez les gens, la capacité à se poser de bonnes questions, à se poser toujours la question pourquoi. Comme si vous remarquez nos enfants, nos petits-enfants, souvent ils se posent la question pourquoi. Hein? Les leaders toxiques n'essaient pas de développer ces choses-là chez leurs followers. Ils n'essaient pas de développer chez eux la capacité à discuter, à débattre, à évaluer. Donc, ils les trompent intentionnellement par des informations qu'ils diffusent, par les problèmes qu'ils soulèvent, par les diagnostics erronés qu'ils diffusent et que pourtant, ils réussissent à faire passer pour vrai. Donc, l'un des grands problèmes également que la recherche a identifié chez ces gens, c'est que souvent, ils contournent les institutions, les règles, le système en place, la justice. Et pourtant, ils défendent ces institutions paradoxalement en même temps. Donc, ils peuvent parler de démocratie et tout, mais quand on regarde dans la réalité, ils privilégient des actes et des principes dynastiques, ethniques, totalitaires, non éthiques, peut-être même criminels chez certains. Et un de leurs défauts aussi, d'après la recherche que je suis en train de présenter, souvent, ils n'ont pas l'intention d'élever les gens, mais de s'élever eux-mêmes. Ils n'ont même pas l'intention de former des successeurs et de les élever. Ils s'accrochent au pouvoir, etc. Et, comme ils sont très habiles, c'est leur métier d'être habiles. C'est une de leurs raisons de vivre. Ils ont tendance à mettre les uns contre les autres, les électeurs, les citoyens, les travailleurs, les employés. C'est un peu le fameux adage divisé pour régner. Des choses comme ça, ils savent comment s'y prendre. Ils peuvent fuir leurs responsabilités face aux choix difficiles. Ça, je l'ai déjà dit, c'est un peu mettre les gens les uns contre les autres. Donc, convaincre leurs propres followers, à les persuader de haïr d'autres, de détruire d'autres, etc. Donc, vous voyez, la littérature a tout recensé. C'est un travail exhaustif que j'ai essayé de faire la synthèse. C'est pas évident. J'ai dû sacrifier beaucoup de choses, etc. Donc, quelque part, ce sont des leaders arrogants. Parce qu'ils n'accueillent pas très bien leurs erreurs. Ils vont préférer les justifier en blâmant les autres. Ils ne se gênent pas, en cas de nécessité, d'être dans l'immoralité. Ils refusent de distinguer ce qui est juste, vrai ou faux. Parfois aussi, on a vu dans certaines études qui ont été menées que c'est des gens avares, qui mettent l'argent et les avantages au-dessus de tout. J'avais dit que c'est des gens qui refusent le principe de l'abondance, qu'il y en a assez pour que chacun puisse avoir au moins un peu, des choses comme ça. Ils préfèrent, j'avais utilisé aussi le terme gourmand. Donc, souvent aussi, quand il s'agit d'eux-mêmes, ils peuvent être trop gaspilleurs. Pour les autres, bon, ils vont les arrêter. Donc, l'inflation des coûts, des décisions ou des actions qu'ils prennent qui affectent les autres, par exemple. Ça, je l'ai déjà dit, boucs émissaires. Ils aiment bien identifier des boucs émissaires et inviter les autres à les punir. Et souvent aussi dans l'histoire, on a vu qu'ils mettent en place des conditions pour renverser leurs propres adversaires et par divers moyens. En les isolant, en les empêchant de disposer des moyens pour avancer, en empêchant leur capacité d'accès aux ressources, aux moyens, en les mettant en danger. Et d'ailleurs, même en mettant en danger certains de leurs followers
pour arriver à leur fin. Soit parce qu'ils sont contre, soit parce que cela pourrait faire beaucoup de bruit, tout ça. Ils ignorent le mérite, la justice. Ils sont partisans souvent, d'après les études, du patronage de la corruption. Ils sont des diminutions, tendant à diminuer, à rabaisser les autres. Donc voilà, chers étudiants et chers membres qui suivaient mes diverses plateformes, des éléments que la littérature vous donne pour analyser les leaders. Et on y reviendra donc peut-être thème par thème, surtout pour chaque ouvrage, dans ce projet de construction d'une plateforme de résumé de lecture, comme c'est en mode actuellement dans plusieurs pays. J'ai parlé des complices, de les premiers complices qui sont leurs followers. Mais il y a aussi d'autres complices souvent, grands complices, ce sont les médias. Hein? Les médias. En réalité, les leaders toxiques a besoin des médias, en tout cas des médias toxiques. Et les médias toxiques aussi ont besoin des leaders toxiques. Pour attirer l'attention, pour vendre, être lu, pour développer son image, pour être mieux connu, pour occuper la une, etc. Donc, certains disent la première page de couverture, etc. Des choses comme ça. Le scoop, le buzz, bizarrement, qui est un terme en vogue. Donc, toxic leader et toxic média vont ensemble. À la limite, on parle des médias, on pourrait peut-être parler d'autres individus qui ont ce rôle qui prétendent avoir ce rôle d'influenceurs et consorts. La recherche finalement nous dit, attention, followers, regardez bien où vous mettez les pieds, parce que le leader toxique peut vous mener dans un état pire que celui dans lequel vous étiez avant, dans lequel il vous a trouvé. Pourtant, ils ont des followers qui les aiment, qui les adulent, etc. Donc voilà ce que je vous ai présenté. C'est un thème très particulier dans la littérature du leadership. Finalement est très important et même me semble très important pour ce continent. Il se situe dans le cadre d'un module beaucoup plus global de leadership, où j'ai mis l'accent sur le leadership transformationnel, où j'aborde la typologie des leaders et du leadership, où j'aborde les problèmes de transformation, où il y a beaucoup de cas pratiques, notamment Jack Welch, qu'on a pendant longtemps et peut-être même encore aujourd'hui, considéré comme quel est le terme, comme le manager et le leader plus grand manager et leader de tous les temps, avec la société d'énergie qui General Electric, qui gérait. Il y a également des thèmes beaucoup plus additionnels autour de ce que je viens de vous dire, la loi de l'immunité, la loi de la victoire, communiquer c'est bien, se connecter c'est mieux, et beaucoup d'exemples de leaders transformationnels, surtout en Asie, en Malaisie, Taïwan, Singapour, qui ont eu la chance d'avoir en certains moments des leaders transformationnels de certains profils, qui se sont débarrassés des leaders toxiques ou du leadership toxique, etc. Et donc également, surtout également dans le cadre d'une stratégie de pensée, en tout cas à mon niveau, qui est la déconstruction, la disruption ou disruption comme disent certains, parce que je me demande si c'est pas aujourd'hui la voie pour se libérer pendant un continent comme l'Afrique. Comment le faire, ça c'est d'autres thèmes que je développe. Et nous y avons inclus également ce problème de leadership en temps de crise, de catastrophes naturelles et sanitaires, parce que sanitaire, on a ajouté au dernier moment, avec ce qui est apparu avec la Covid, quelles leçons, comment le faire. Il y a eu un très grand programme intéressant que j'ai participé dans la Business School sur ça, et tout juste après le démarrage du Covid. C'est vraiment un travail merveilleux comme ils savent le faire. Et un cas pratique très intéressant, la République de Mattei,
que j'ai écrit à partir de l'Éthiopie. Et comment je l'ai écrit? J'étais dans un hôtel, et puis notre ambassadeur à l'époque est venu me dire bonjour. Et justement, des Blancs l'ont rejoint et parlait du Rwanda, ça marchait, nous on préfère mettre notre argent là-bas, etc. J'ai écouté attentivement et à partir de ce jour, j'ai écrit ce cas, la République de Matei, et qui sera bientôt en ligne dans une de mes plateformes où je vais mettre l'ensemble de mes cas pratiques, etc. Et donc, dans ces modules également, vous trouvez la capacité de concentration stratégique focus, etc., qui est un élément important de la haute performance pour agir pour les résultats, etc. Et vous aurez aussi les problèmes de macrovision, de microvision. Il y a toute une recherche sur cela. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Quel est le manager ou le leader le plus performant? Celui doté de la macrovision ou celui doté de la microvision, etc. Et gérer les équipes transformationnelles, etc. Des choses comme ça. Et puis un grand problème qui souvent est abordé par mes formations sur le leadership, c'est oui, vous pouvez, yes you can. Et comme dit l'autre, donc comme disait Obama, oui, oui, tout est possible, mais il y a un prix à payer. Et dans ces formations, je développe la consistance de ce prix. Et donc, voilà, donc c'est des thèmes constamment enrichis dans mes blogs, dans mes blogs et surtout sur mes plateformes de formation en ligne, donc que j'espère vous rejoindrez. Donc voilà, je m'appelle Abdou Karim Gueye, je suis un coach certifié, un conférencier certifié, un formateur certifié. J'en ai plusieurs, j'ai même la paresse de les citer et dans des matières comme la gouvernance, le management, le leadership, la transformation. Je suis un des coachs de John Maxwell Team à Orlando, où l'on apprend des choses très intéressantes. C'est des milliers de coachs à travers le monde qui d'ailleurs souvent se rencontrent au moins une fois par l'année. Je suis membre de l'association des inspecteurs généraux des États-Unis et des tas de choses. J'ai été mandaté par le gouvernement du Sénégal à deux réformes majeures au moins. La première, l'École nationale d'administration et de magistrature à son temps. Et puis la seconde, ils m'ont envoyé comme expert à Djibouti pour les aider à créer leur inspection générale d'État. Et j'ai séjourné quelque part, je n'ai que des amis là-bas. À la limite, je suis un Djiboutien quelque part. Et donc voilà, et ce que je voudrais vous développer aujourd'hui dans ce module. J'espère que vous l'avez trouvé passionnant, mais ce qui m'aurait intéressé surtout, c'est les commentaires dans les boîtes. Ou si vous détenez mon email, m'envoyez des messages ou sur WhatsApp, etc. Pour que je sache ce que je suis en train de faire, à quoi c'est utile, à quoi ça peut aider les gens. Mais l'aventure continue, il n'y a pas de fin. On continue, voilà. Merci. À bientôt. Au revoir.